Merci beaucoup pour cette invitation dans ce séminaire. Je précise que j'ai une formation en philo des sciences, mais qu'aujourd'hui, je suis psychologue clinicienne et que je vais essayer du coup de parler un peu à la jonction entre psychologie et philosophie. Alors, je suis partie du constat qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Philippe, de nombreux phénomènes dans le champ social et politique sont qualifiés ou étudiés à l'aide d'un vocabulaire issu du champ de la psychopathologie, ou en tout cas un vocabulaire qui invite à des comparaisons entre ces phénomènes et des symptômes qu'on peut rencontrer dans la pratique clinique. Donc, cette importation du vocabulaire psychopathologique pour qualifier certains phénomènes idéologiques n'est pas nouvelle. La référence qu'on donne toujours, c'est celle de l'historien américain Richard Hofstadter, qui publie en 1964 un article très fameux qui s'appelle The Paranoid Style in American Politics et qui comparait le style de pensée paranoïaque et le macartisme. Donc, ce travail est souvent cité aujourd'hui comme une sorte de précurseur d'une analyse de certains mouvements idéologiques à la lumière de la psychopathologie et en particulier les mouvements complotistes. Et en effet, aujourd'hui, l'essor ou en tout cas la visibilité accrue des croyances complotistes en tout genre ont produit un nombre considérable de travaux scientifiques ancrés dans le champ de la psychologie sociale et cognitive qui analysent les facteurs d'adhésion aux théories du complot à partir de cette translation d'un vocabulaire psychopathologique vers le domaine politique ou social et qui pose la question d'une comparaison entre les deux types de phénomènes. Comparaison notamment avec ces fameux biais de raisonnement qu'on évoquait à l'instant, qui pourraient favoriser l'adhésion à des croyances complotistes et qu'on retrouve aussi dans certains types de délires qu'on rencontre en psychiatrie ou encore des études qui portent sur des troubles ou des types de personnalités qu'on retrouverait de manière prédominante chez des sujets qui adhèrent le plus aux croyances complotistes. Donc, il ne s'agira pas ici, pour moi, de discuter la pertinence, le résultat de ces études, mais plutôt de considérer le complotisme comme un exemple, on va dire, particulièrement représentatif aujourd'hui de l'usage de cette question d'irrationalité dans le champ politique et social, puisqu'on peut dire que la diffusion massive de thèses complotistes, par exemple pendant la pandémie, depuis 2 ans, n'a fait qu'amplifier ce soupçon qu'on retrouve à la fois dans le discours commun et médiatique, comme tu me disais, Philippe, d'une irrationalité incontrôlable, irrémédiable, qui caractériserait à la fois les convictions anti-vaccins ou alors le déni de l'existence de la pandémie, etc. Mais bien souvent, finalement, ce soupçon d'irrationalité, il n'est pas formulé comme tel. Il n'est pas vraiment, ce qu'on appelle irrationalité, n'est pas vraiment défini, délimité, et ces ambiguïtés sont encore amplifiées par le fait d'avoir recours à ce vocabulaire de la psychopathologie. Parce que finalement, le vocabulaire de la psychopathologie, il entretient souvent un rapport un peu ambigu avec ce soupçon d'irrationalité. D'un côté, on appliquerait la psychopathologie aux phénomènes sociaux pour venir rationaliser une explication de ces phénomènes, en les faisant apparaître comme la résultante, par exemple, de certaines angoisses, de certains mécanismes de défense, une fonction de protection narcissique, etc. Et en même temps, derrière l'idée d'une sorte de paranoïa collective ou derrière l'idée des biais de raisonnement, on trouverait quand même l'idée que ces phénomènes idéologiques ou sociaux partageraient avec le délire une forme d'irrationalité. Donc bien souvent, ces comparaisons sous-entendent, on pourrait dire, une sorte d'acception descriptive ou doxastique de l'irrationalité qui serait supposée caractériser certains phénomènes psychopathologiques et en particulier le délire et qu'on pourrait appliquer à des croyances collectives ancrées dans des contextes idéologiques. Donc là, on a un problème parce que non seulement ce passage du champ de la psychopathologie au champ social ou idéologique, il est problématique, évidemment, mais de plus, on s'illusionne sur le concept de rationalité, parce que même dans le champ de la psychopathologie, il n'est pas certain du tout que l'irrationalité soit clairement établie et qu'elle le soit sous une forme naturalisée ou psychologisée, autrement dit, qui serait dénuée de toute connotation idéologique. Bien au contraire, c'est des critiques qui sont très bien connues en épistémologie de la psychiatrie, à chaque fois qu'on essaye de définir des critères
pour circonscrire ce que serait l'irrationalité du délire, par exemple, on aboutit à des apories. Donc, il est problématique de considérer le champ de la psychopathologie comme ce qui serait le lieu, en fait, d'un concept purement descriptif ou objectivable de l'irrationalité et qui serait dépourvu de toute connotation en termes de valeur et donc qui permettrait d'évaluer le degré de rationalité en réduisant les phénomènes étudiés au seul registre de la croyance. Et en même temps, donc pour utiliser une expression qui est devenue un peu à la mode ces dernières années, et en même temps, on ne peut pas non plus se satisfaire de dire uniquement que l'usage du terme d'irrationalité est toujours idéologique et qu'à ce titre, elle ne peut jouer aucun rôle dans l'appréhension des croyances ou des constructions théoriques, qu'elles soient individuelles ou collectives. En tout cas, en dévoilant le caractère toujours idéologique du concept d'irrationalité, on craint toujours d'alimenter une forme de relativisme épistémique qui viendrait nourrir les divers mouvements anti-sciences, alter-sciences, etc. Il faut garder en mémoire que de nombreux auteurs, comme Bertrand Russell, Paul Ricoeur, ont beaucoup insisté sur la proximité entre la démarche scientifique et le fonctionnement démocratique, en soulignant que dans les deux cas, finalement, c'était la visée et l'idéal de rationalité qui venait garantir la libre discussion, le refus de se plier aux arguments d'autorité, le refus d'évaluer les croyances à partir du seul critère utilitariste de leur efficacité ou de leur pouvoir de séduction. Donc finalement, même si cette rationalité dénuée de toute empreinte idéologique ne peut relever que d'un idéal, on peut penser que l'abandon de cet idéal il contient le risque de laisser libre champ à un unique critère pragmatique dans l'adhésion aux convictions idéologiques, et de renvoyer les affirmations de telle ou telle conviction, on va dire, à une logique juste d'affirmation narcissique ou identitaire. Et force est de constater en même temps qu'à l'inverse, si on dénie toute dimension idéologique dans l'usage du terme d'irrationalité, on risque de s'illusionner sur une conception qui serait purement descriptive ou naturalisée de l'irrationalité, et que ça viendrait aussi renforcer les attaques et le discrédit dont peut faire l'objet aujourd'hui le savoir scientifique, parce qu'on peut penser que venir pathologiser les phénomènes sociaux ou idéologiques comme le complotisme, déjà ça revient à ôter au sujet qui adhèrent à ces mouvements leur responsabilité épistémique et donc également leur responsabilité éthique et politique. Et ça revient finalement à leur renvoyer une forme de discrédit vis-à-vis de leurs convictions, qui ne ferait que répliquer en miroir le discrédit qu'eux-mêmes formulent à l'égard de la science. Donc, en cela, on peut dire que dénier le caractère idéologique du concept d'irrationalité, ça peut aboutir finalement à ce que cette idéologie, elle fasse retour de manière insidieuse, sous la forme soit d'un discrédit de certaines convictions politiques, soit d'une forme de déresponsabilisation ou dépolitisation de ces convictions et des sujets qui les portent ou qui les utilisent. Donc aujourd'hui, je vais vraiment essayer d'aborder cette question très vaste en revenant déjà au problème finalement que pose l'usage du vocabulaire et des diagnostics issus de la psychopathologie à des phénomènes sociaux et politiques. Alors, je commencerai par revenir brièvement sur les apories qui sont bien connues, mais c'est bien de les rappeler dans le champ de la psychiatrie. Donc, les apories, les impasses qu'on rencontre quand on tente d'établir une définition du délire et de le caractériser comme une croyance irrationnelle. Donc, pour illustrer ces difficultés de cerner ce que pourrait être des critères descriptifs de l'irrationalité en psychopathologie, on donne le plus souvent comme exemple la définition que le DSM propose du délire qui est censé constituer le paradigme de la croyance irrationnelle. Donc, le DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, fait l'objet de très nombreuses critiques épistémologiques. Je ne vais pas y revenir ici. Mais là, je vais juste reprendre les grandes apories soulevées par les critères du délire qu'il propose, mais aussi par les critères finalement qu'on retrouve dans les définitions très classiques du délire dans l'histoire de la psychiatrie. Donc, pour donner un exemple vraiment emblématique de ce type de définition, j'ai écrit là sur la slide la définition que la 4e édition du DSM donne du délire. C'est la plus connue. Donc, c'est le délire comme croyance erronée
basée sur une inférence incorrecte vis-à-vis de la réalité externe et fermement soutenue en dépit de l'opinion très largement partagée et de tout ce qui constitue une preuve incontestable et évidente du contraire. Donc, si on comprend bien cette définition, un premier critère, ce serait de dire que délire est une croyance erronée ou en inadéquation avec la réalité factuelle. Alors bon, au niveau de la clinique, déjà, on a un problème, c'est que c'est une affirmation qui va à l'encontre de tout un pan de l'expérience clinique. Le philosophe et psychiatre Karl Jaspers l'avait déjà souligné en 1913, c'est qu'on a un certain nombre de patients paranoïaques qui peuvent tout à fait soutenir des affirmations qui, par ailleurs, s'avèrent vraies, au sens où elles sont en adéquation avec un état de fait, mais elles n'en sont pas moins délirantes. C'est le cas des délires de jalousie ou encore des délires de préjudice qui peuvent parfois se réaliser, être vrais par ailleurs, sauf que le patient possède à propos de cette conviction une certitude absolue qui est indépendante du fait que la réalité réalise ou non cette croyance. Alors, le DSM tente de préciser cet aspect irrationnel de la croyance délirante en disant qu'il s'agit d'une inférence erronée vis-à-vis de la réalité externe, donc fermement soutenue malgré les preuves évidentes du contraire. Donc là, on a une conception très classique de l'irrationalité comme un mode de raisonnement erroné et imperméable à la critique. Mais il n'est pas acquis du tout que tous les types de délire prennent leur expérience dans une inférence, prennent leur source, dans une inférence à partir d'un état de fait externe. On peut au contraire soutenir l'idée qu'on trouve chez de très nombreux auteurs, notamment issus de la psychiatrie phénoménologique, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup de descriptions des patients, et qu'on trouve aussi aujourd'hui dans la psychologie cognitive sous le terme des conceptions bottom-up du délire. C'est l'idée que les affirmations délirantes, ou en tout cas certaines d'entre elles, elles trouveraient plutôt leur source dans des expériences vécues de la part du patient, des expériences anormales, ou en tout cas inhabituelles, qui transforment son vécu du monde. Et dans ce cas, la croyance délirante, elle n'apparaît plus comme irrationnelle, elle apparaît au contraire comme une tentative de rationalisation ou comme une tentative de mise en sens de certains vécus étranges, inhabituels, qui constituent pour le patient une preuve irréfutable de son délire, puisqu'il éprouve ces expériences dans son corps et dans sa perception. Alors, si on part de cette idée, on peut dire que ces sources expérientielles du délire, elles peuvent être perçues par le patient comme étant plus fiables, ou en tout cas plus évidentes, que les perceptions externes ou les faits extérieurs que le délire viendrait contredire. Alors, par exemple, beaucoup de travaux cognitifs là-dessus, sur des vécus de saillance anormale dans la perception du sujet qui pourraient amener la certitude, ou en tout cas la déduction, que certains éléments du champ perceptif contiennent un message qui lui serait directement adressé, personnellement adressé, ou encore l'impression que décrivent très souvent les patients schizophrènes, l'impression que les personnes de l'entourage ont changé, qu'elles ne produisent plus le même sentiment de familiarité, et donc qui amène au soupçon que peut-être elles dissimulent quelque chose ou qu'elles ont été remplacées par des sosies ou par des persécuteurs, etc. Donc, je ne vais pas creuser ça parce que là, on entrerait trop en détail dans la clinique, mais on ne peut pas fonder, en tout cas, de critères du délire et de son irrationalité uniquement sur son rapport avec la réalité externe, en négligeant à la fois le mode de formation de la croyance délirante, puisqu'elle peut être en adéquation avec la réalité externe, mais s'être formée pour de toute autre raison, et en négligeant aussi toutes ces sources non inférentielles ou expérientielles dont pourrait provenir le délire. Alors, un autre élément sur lequel repose la définition du délire du DSM, elle renvoie aux critères intersubjectifs de l'irrationalité, puisque le DSM précise que la croyance délirante, pour être qualifiée comme telle, doit être soutenue en dépit de l'opinion très largement partagée. Alors là aussi, on a un problème clinique, puisque ce critère sous-entend que la qualification diagnostique, elle tiendrait en fait à la diversité, à la relativité des croyances sociales et culturelles, croyances délirantes en deçà des Pyrénées et non délirantes au-delà. Là aussi, ça va quand même un peu à l'encontre de l'expérience clinique. Mais d'autre part, cette mention de l'opinion commune, comme source d'un critère du délire, elle porte évidemment le risque d'un écueil politique et idéologique majeur, qui est évident,
malheureusement les exemples ne manquent pas dans l'histoire, où tout ce qui va à l'encontre de l'idéologie dominante finalement pourrait être soupçonné d'être délirant. Donc heureusement, toute croyance en rupture avec l'opinion commune n'est pas nécessairement l'indice d'un délire, et réciproquement, un délire peut se retrouver en adéquation avec une opinion largement répandue et n'en être pas moins délirant. On retrouve là la critique de Jaspers à l'égard de ces critères qui reposeraient sur la réalité externe. Par exemple, la conviction que les ondes Wi-Fi sont nocives, c'est une conviction qu'on rencontre beaucoup chez les patients délirants paranoïaques. On peut dire qu'elle n'en restera pas moins délirante chez ces sujets, même si elle s'avérait peu à peu étayée par des études scientifiques et même si elle devenait répandue très largement dans l'opinion courante. C'est bien d'ailleurs ce qui fait la difficulté des délires paranoïaques, c'est qu'en général, ils ont un caractère très vraisemblable, ils s'insèrent dans des raisonnements très rationnels et ils sont susceptibles de convaincre les autres ou de s'insérer dans des opinions partagées. Mais ce qui me semble intéressant dans ce critère d'une rupture avec l'opinion commune, c'est qu'elle vient un peu trahir quand même l'idéal athéorique ou soi-disant descriptif revendiqué par le DSM, puisque là, on voit que ça vient dévoiler la dimension sociale et idéologique de cette qualification d'irrationalité, où finalement, ce qui serait qualifié d'irrationnel, c'est ce qui sortirait du réseau de croyances et de perceptions dominantes au sein d'une culture. Et enfin, une dernière caractéristique qui ne se trouve pas explicitement dans le DSM, mais elle a été associée au délire de manière vraiment constante dans l'histoire de la psychiatrie, c'est ce qu'on appelle l'inconséquence du délire, qui concerne à la fois la relation que la croyance délirante entretiendrait avec les actes du sujet, mais aussi avec l'ensemble de toutes ces croyances. Donc, elle stipule que la croyance délirante, à l'inverse de ce qui serait rationnellement attendu d'une croyance, elle ne débouche pas en général sur des actes en accord avec cette croyance et que par ailleurs, le sujet ne cherche pas à réduire la dissonance cognitive entre cette croyance et ses autres croyances. Il est fréquent, par exemple, de noter qu'un sujet délirant, schizophrène, qui affirme être le Messie, n'en accepte pas moins au quotidien en institution psychiatrique, un comportement qui, évidemment, de l'extérieur, semble un peu incohérent avec une telle mission. Ou encore qu'un patient atteint du délire de Cotard. Le délire de Cotard, c'est un délire où le sujet affirme qu'il lui manque un organe ou qu'il est déjà mort. Et néanmoins, des sujets atteints par le délire de Cotard, par ailleurs, entretiennent bien la croyance qu'un individu doit, pour se mouvoir et vivre sa vie, posséder tous ses organes vitaux et ne pas être mort. Donc, l'inconséquence, là, elle est évidente. Donc en psychopathologie, cette inconséquence, elle renvoie à la notion de clivage entre la croyance délirante et les autres croyances du sujet, et effectivement, c'est ce qu'on rencontre souvent dans la clinique. Mais il me semble qu'elle ne suffit pas quand même à caractériser le délire comme un paradigme de l'irrationalité. Parce que bon, on pourrait dire aussi que ne pas agir conformément à ses croyances peut parfois s'avérer rationnel, et même parfois constituer une règle élémentaire de prudence, sans parler de tous les affects, de toutes les motivations ambivalentes qui peuvent venir entraver une action qui serait conforme à nos croyances. Et d'autre part, l'incongruence entre la croyance délirante et les autres croyances du sujet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dissonance cognitive, elle attire peut-être aussi l'attention sur l'insuffisance finalement du terme de croyance, sur le problème qu'il y a à caractériser le délire comme une croyance empirique. En tout cas, elle questionne les limites de cette conception du délire comme croyance, comme si le délire était de même nature ou se situait au même niveau que toutes les autres croyances du sujet. Mais on a vu avec les conceptions bottom-up ou expérientielles du délire que c'est peut-être pas suffisant de dire que le délire est une croyance et que si l'affirmation délirante, elle n'entre pas en conflit avec les autres croyances du sujet, c'est peut-être le signe qu'il ne s'agit pas du même type de croyance et qu'elle n'est peut-être pas crue sur le même mode que le sujet croit les autres croyances, sans du coup que ce soit nécessairement l'indice d'une irrationalité. Donc là, il me semble que plutôt que d'impliquer d'emblée l'irrationalité, le critère de l'inconséquence du délire, il inviterait plutôt à questionner plus avant sa nature et le mode de croyance qui lui correspondrait. À quoi est-ce que croit réellement le sujet lorsqu'il tient un propos délirant et de quelle manière est-ce qu'il y croit?
En tout cas, il me semble qu'on ne peut pas prendre pour allant de soi, là, avec ces différents critères, que la psychopathologie pourrait contribuer à une compréhension de la rationalité qui serait dénuée de tout caractère social et idéologique. On a plutôt l'impression que c'est l'inverse qui se produit, que le délire est déjà perçu de manière commune comme un paradigme de l'irrationalité et que c'est pour correspondre à cette idée commune de l'irrationalité qu'on vient poser des critères, en fait, qui correspondraient à cette perception commune de ce qui est irrationnel. Donc, la définition du DSM, dans son ambition qui serait athéorique ou purement descriptive, finalement, elle met de côté ce qui me semble y faire retour de manière implicite, à savoir l'ancrage social de toute qualification d'une croyance comme irrationnelle. Alors, on peut dire qu'il en va de même aujourd'hui dans toutes ces études qui tentent de cerner les phénomènes sociaux et politiques à partir des outils de la psychologie. C'est-à-dire que tout en cherchant à revendiquer à travers ses emprunts à la psychopathologie une échelle d'irrationalité qui serait dénuée de toute connotation idéologique, en réalité, cette comparaison, elle vient plutôt réactualiser la question de ces usages idéologiques du terme d'irrationalité. Autrement dit, en questionnant des phénomènes, par exemple, comme la radicalisation, les extrémismes politiques ou le complotisme, en les caractérisant à partir des biais de raisonnement ou d'autres facteurs psychopathologiques, on cherche finalement à les situer sur une sorte de continuum d'irrationalité, dont l'extrême serait représenté par le délire. Mais ce faisant, il me semble qu'au lieu d'occulter la question idéologique, on la laisse au contraire persister sans l'interroger, autrement dit, sans poser de front la question des implications sociales et politiques de ces qualifications psychopathologiques, lorsqu'elles s'appliquent à des phénomènes qui pourtant prennent leur source dans le social, dans le politique et dans certains courants idéologiques. Alors, si on va un peu plus, si on se centre un peu plus sur ce phénomène très, très large, très hétéroclite des croyances complotistes, il semble bien, oui, que ces constructions, elles présentent certains points de similitude avec les définitions du délire qu'on vient de discuter. Mais d'une part, elles présentent aussi, avec les phénomènes délirants, des points de divergence qui sont souvent moins soulignés dans les études que les points de convergence. Et d'autre part, comme on vient de le voir, ces points de convergence ne peuvent suffire à établir l'idée que ces phénomènes seraient forcément irrationnels. Bien au contraire, on peut plutôt penser que ces similitudes, elles mettent en évidence les problèmes, les ambiguïtés, les insuffisances de la conception d'irrationalité qui seraient sous-jacentes à ces comparaisons. Alors, les points de rapprochement les plus évidents qu'on pourrait percevoir entre certains types de délire et les constructions complotistes, ils tiennent à la bizarrerie et à l'inadéquation avec les faits de certaines théories du complot, mais aussi à la certitude ou à l'imperméabilité aux preuves et à l'argumentation qui caractérisent en général les théories du complot. Donc, les biais de raisonnement qui sont le plus étudiés dans les études de psychologie sociale et cognitive sur les théories du complot rejoignent ces points de similitude. Il s'agit de biais de raisonnement qui seraient présents chez tout à chacun, mais qui seraient particulièrement présents dans les raisonnements délirants et qui, en ce sens, objectiveraient leur irrationalité. Et parmi ces biais, donc, dont la présence serait à l'œuvre dans les délires, parmi ces biais, un certain nombre se retrouveraient dans les théories du complot. Donc, je pense que vous les connaissez bien, ces biais, je vais vite. On trouve, je n'ai pas fait du tout une liste exhaustive, comme disait Philippe tout à l'heure, des biais, il y en a tellement. J'ai fait deux petites catégories. Les biais d'attribution, par lesquels les sujets ont tendance à privilégier dans leurs explications d'un événement négatif les facteurs externes au détriment des facteurs internes. C'est un biais d'attribution qui a été beaucoup étudié dans la paranoïa. Aussi, un biais d'attribution dans lequel les sujets auraient tendance à privilégier des explications qui mettent en jeu des comportements intentionnels. C'est ce qu'on appelle aussi le biais d'exclusion de la contingence, là aussi, qui est caractéristique de la paranoïa. On préfère qu'un événement négatif possède une cause qui mette en jeu l'intentionnalité d'un autre agent plutôt que d'accepter qu'il relève du hasard. Et on trouve aussi dans les théories du complot un certain nombre de biais épistémiques bien connus, le besoin de clôture, par lequel on recherche les explications les plus rapides possibles et qui laissent le moins de place à l'ambiguïté,
et le fameux biais de confirmation, dans lequel on va chercher uniquement les éléments qui corroborent l'idée préalable plutôt que ceux qui la contredisent. Donc, ce biais de raisonnement, il permettrait, selon les études qui les étudient, il permettrait de situer les théories du complot le long d'une échelle d'irrationalité de la croyance et de les comparer à ce qu'on trouve en psychopathologie avec les délires. Alors, il est vrai que certaines théories du complot semblent se prêter particulièrement à cette comparaison avec la psychopathologie parce que, de fait, dans leur contenu et dans leur sorte d'imperméabilité à la preuve, elles ressemblent parfois vraiment à des constructions délirantes qu'on peut rencontrer chez les patients. C'est évidemment le cas des quanons qui mettent en jeu des croyances qui sont souvent très peu cohérentes, très peu congruentes entre elles, parce qu'elles sont adaptées et transformées à chaque fois qu'elles sont contredites par les faits, et aussi parce qu'elles ne forment pas une théorie unifiée, mais qu'elles émanent plutôt d'une construction participative où chacun va proposer son interprétation des formules énigmatiques qui émanent d'une entité elle-même tout aussi énigmatique. Donc ces constructions, elles mettent en jeu des croyances invraisemblables, voire surnaturelles. Vous connaissez un réseau pédophile sataniste qui enlèverait des enfants, qui placerait des enfants sur la Lune, etc. Bon, parmi les théories du complot qui portent sur la pandémie actuelle, c'est pareil, l'idée que vous trouvez dans le documentaire Hold Up, l'idée d'une puce 5G qui serait introduite dans les gens sous le prétexte de la vaccination, c'est pareil, c'est une idée qu'on pourrait très bien retrouver en psychiatrie chez des patients paranoïaques. Et pourtant, si on essaie de creuser un peu cette comparaison, on aboutit plutôt à des impasses qu'autre chose. Donc là, on peut reprendre un petit peu nos critères de tout à l'heure. En ce qui concerne l'inadéquation avec les faits ou le caractère invraisemblable de certaines théories du complot, on aboutit à la même aporie que quand on essayait tout à l'heure de qualifier le délire comme une croyance fausse. C'est-à-dire qu'aucun critère du complotisme, pas plus qu'aucun critère du délire, ne peut être tiré de la relation que la croyance entretient avec la réalité externe, avec la réalité factuelle. Bien entendu déjà parce que, évidemment, un certain nombre de constructions qui mettent en scène des complots ou des manipulations et des jeux de pouvoir cachés, elles s'avèrent vraies historiquement. Et d'autre part, parce qu'il serait absurde de qualifier une conviction comme complotiste au vu des faits du moment, et puis de revenir sur cette qualification plus tard, si jamais entre-temps étaient apparus des nouveaux faits qui lui correspondent, en disant que non, finalement, il ne s'agissait pas d'une théorie du complot. Qu'est-ce qu'on ferait, par exemple, s'il s'avérait que le coronavirus avait bien été répandu suite à une fuite émanant d'un laboratoire? Est-ce qu'on dirait que toutes les théories du complot qui prenaient cette affirmation il y a quelques mois, presque 2 ans maintenant, ne seraient d'un coup plus des théories du complot? On voit bien qu'on n'est pas à l'aise avec l'idée d'avoir comme ça uniquement un critère externe, que ça ne peut pas suffire, puisque c'est comme pour le délire tout à l'heure, on ne prend pas en compte le mode de formation de la croyance, le contexte dans lequel elle se construit, et en particulier tout l'arrière-plan idéologique qui guide la formation de cette croyance, etc. Ensuite, on avait l'idée d'une certitude ou d'une imperméabilité aux contradictions ou aux arguments contraires, mais là aussi, on a toute une série de difficultés. Sur ce point, il me semble en effet que la ressemblance entre les certitudes qu'on rencontre dans la clinique du délire et celle qui peut caractériser les théories du complot n'est vraiment qu'une apparence. C'est une ressemblance qui est plus un leurre qu'autre chose, parce qu'il n'est pas du tout évident de déterminer si derrière le terme très flou d'adhésion, qui est généralement employé par les études qui mesurent les phénomènes complotistes, pas du tout évident de voir si derrière ce terme très flou d'adhésion, on trouve toujours une attitude épistémique qui relèverait de la certitude. Vous savez bien que l'adhésion aux théories du complot, c'est très souvent tient souvent le rôle d'un marqueur d'intégration sociale, marqueur identitaire et communautaire, et il peut souvent s'agir, chez les adolescents notamment, davantage d'une problématique identitaire d'appartenance que d'une certitude quant au contenu de la théorie du complot elle-même. Donc cette dimension fédératrice ou identitaire groupale du complotisme vient bien sûr l'opposer complètement à l'idiosyncrasie qui caractérise en général la croyance délirante, qui, elle, ne peut pas faire groupe. Autrement dit, le caractère politique et idéologique des théories du complot, il ouvre pour les croyances complotistes des possibilités qui font défaut pour les constructions délirantes, à savoir la possibilité de mimer une certitude pour s'intégrer à un groupe,
ou la possibilité de s'auto-persuader, dans un mouvement de mauvaise foi ou d'auto-duprie, de s'auto-persuader qu'on entretient cette certitude sans être vraiment dans une véritable certitude. Alors que dans la clinique, il n'y aurait pas de sens de parler d'un patient délirant qui s'auto-persuaderait de son délire ou qui mimerait sa croyance délirante. Donc, étudier le phénomène complotiste uniquement comme un ensemble de croyances individuelles, ça fait ainsi manquer finalement le fait qu'à la différence du délire, on a affaire à des croyances qui sont d'essence groupale et qu'il ne s'agit pas juste d'un agrégat de croyances qui pourraient être considérées isolément, mais bien de croyances qui se forment d'emblée dans un groupe et par le groupe. Donc, le parallèle trompeur avec les constructions délirantes, il amène à gommer cette dimension collective et donc la dimension politique et idéologique qui modifie complètement, il me semble, le rapport que le sujet entretient avec sa croyance et sans doute la nature et la fonction même de ses croyances. Donc, plutôt que de mesurer l'adhésion aux théories du complot, peut-être que les théories du complot, elles inviteraient plutôt à s'interroger sur ce qu'on peut appeler les effets d'adresse ou les dynamiques d'intentionnalité dans lesquelles cette certitude idéologique, elle peut revêtir une fonction. Si on parle de manière très large, on peut dire que tout ce qui relève de construction idéologique et donc de construction collective, c'est toujours pris dans une dynamique identitaire. Ricoeur définissait l'idéologie comme ce dont un groupe a besoin pour croire à sa propre identité. Et donc, il disait que l'idéologie, elle jouait toujours un rôle médiateur dans la relation de soi à soi. Et d'autre part, on peut dire que tout ce qui est pris dans des convictions collectives ou idéologiques, c'est, comme on disait, toujours pris dans une dynamique d'adresse à l'autre, c'est-à-dire de chercher à produire sur l'autre, de manière consciente ou inconsciente, un certain nombre d'effets. Donc, il n'est pas possible, si on prend au sérieux le caractère idéologique de ces constructions complotistes, de considérer le degré de certitude en dehors de ces effets que ces affirmations viseraient à produire pour le sujet lui-même et pour ses interlocuteurs. Et là, il me semble que c'est aussi un point de divergence majeur avec ce qui se rencontre dans les constructions délirantes, qui, elles, ne sont pas prises dans cette adresse à l'autre. Et même, on peut dire que pour le délire, c'est parce qu'il n'est pas pris dans cette adresse à l'autre qu'il est imperméable à la contradiction. Alors que pour les théories du complot, il me semble que c'est l'inverse, qu'elles seraient imperméables à la contradiction, justement parce qu'elles sont prises dans cette adresse à l'autre, et que par là, on cherche à montrer à l'autre que on refuse les évidences, les bases mêmes de son savoir, ou qu'on refuse la légitimité institutionnelle ou le pouvoir institutionnel qu'il représente, etc. Mais que c'est justement parce qu'elles sont adressées à l'autre qu'elles résistent à la preuve et à la contradiction. Donc peut-être que pour pouvoir mieux poser ce problème de la rationalité ou de l'irrationalité du complotisme, peut-être qu'il faudrait non seulement ne pas isoler la certitude de cette portée idéologique et de ses effets d'adresse, mais qu'il faudrait aussi sans doute considérer différents niveaux de croyance, ou en tout cas d'autres manières d'endosser un contenu que celui de la croyance empirique. Il me semble que c'est sur ce point peut-être que la comparaison avec le délire peut permettre, alors non pas de rapprocher hâtivement les deux phénomènes, mais au contraire d'éclairer dans les deux cas, finalement, les limites quand on les conçoit uniquement comme des croyances. On peut penser, par exemple, que certains sujets peuvent endosser un certain contenu complotiste, non pas comme des croyances empiriques, mais plutôt à la manière dont on croit à un mythe. On croit à un mythe dans la mesure où il nous semble dire quelque chose de juste du monde dans lequel on vit, ou dans la mesure où il nous semble rendre compte de nos craintes, de nos espoirs, de nos ressentiments d'une manière qui nous touche. Mais ça n'implique pas, évidemment, qu'on prend le contenu du mythe au pied de la lettre. Alors, pour conclure, on pourrait peut-être dire que l'idée d'une comparaison entre les délires et certains phénomènes idéologiques comme les mouvements complotistes, dire que cette comparaison n'aboutit pas à établir l'irrationalité des uns en la légitimant par l'irrationalité des autres, mais plutôt que cette comparaison, elle est intéressante si elle nous permet de réfléchir, comme je disais, aux différentes modalités de la croyance, ou à finalement, qu'est-ce que signifie accorder réalité ou accorder crédit aujourd'hui à un fait ou à une affirmation. Et finalement, que plutôt que d'être réduite à une attitude épistémique qui pourrait être mesurée sur des échelles d'adhésion, peut-être que la certitude, elle est aujourd'hui, pas peut-être, elle est aujourd'hui partie prenante d'un vaste marché
comme Philippe le rappelait en introduction, un marché du croire, du faire croire, hein, dont la diffusion des fake news n'est qu'un aspect. Donc non seulement il n'y aurait aucun modèle de l'irrationalité issu de la psychopathologie qui pourrait permettre de saisir cet arrière-plan socio-économique hein, des croyances complotistes, mais en plus on peut dire que cette importation du vocabulaire psychopathologique, il vient gommer finalement cette dimension pratique, idéologique hein, de l'attribution d'irrationalité. Parce que finalement, en psychopathologie, quand on dit que le fou est irrationnel, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que selon nous, il ne peut ou il ne doit pas prendre part à l'ensemble du lien social. Donc quand on dit que le complotiste est irrationnel, ça reviendrait là aussi à user de manière idéologique hein, de la notion de rationalité. Et on retrouve là, il me semble, toute la dimension d'occultation ou d'aliénation qui peut être associée à la notion d'idéologie, dans la mesure où ça reviendrait à masquer, hein, derrière cette sorte d'écran de fumée d'irrationalité, ça reviendrait à masquer finalement les logiques de marché et de pouvoir qui alimentent la diffusion de faux contenus d'information, la méfiance envers la science, qui elle-même, évidemment, vous le savez bien, soumise à des injonctions hein, de quantité, d'immédiateté, de visibilité, au mépris de la prudence et de l'éthique scientifique. Hein. Donc derrière l'affirmation d'une sorte de naturalisation de l'irrationalité qui sera incarnée par les biais de raisonnement, on masquerait et on éviterait de questionner finalement le poids et la portée idéologique de cette naturalisation. Donc peut-être qu'il faudrait davantage interroger le complotisme vraiment, alors évidemment certains travaux le font, comme une véritable croyance d'essence collective sans négliger ses déterminants idéologiques et socio-économiques, et que pour ça peut-être qu'on pourrait interroger là aussi plus avant les mutations peut-être aujourd'hui du rapport épistémique à la réalité, c'est-à-dire dans cette logique du marché de l'information, cette sorte de virtualisation du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui croire quelque chose ou tenir quelque chose pour vrai? De même qu'il n'est pas du tout évident dans l'expérience clinique que le délire soit de l'ordre de la croyance, comme on disait tout à l'heure, peut-être que les discours complotistes, eux aussi, ils peuvent questionner ce que signifie aujourd'hui accorder crédit à un fait ou à une image perçue sur les réseaux sociaux ou à une information devenue virale. Et sans doute que le concept d'adhésion, là, ne peut pas suffire à explorer ces mutations. Parce qu'il faudrait vraiment creuser davantage ces questions de qu'est-ce que c'est aujourd'hui considérer quelque chose comme vrai ou comme réel. Alors pour terminer, Ricoeur disait que, en reprenant des formulations qui résonnent un peu de manière phénoménologique, Ricoeur disait on ne croit pas à une idéologie au sens d'une croyance réflexive ou d'une perception thématisée, mais on habite à l'intérieur d'une idéologie comme une grille qui guide la perception et l'action de manière opératoire, de manière que le sujet ne peut pas poser face à lui de manière réflexive, transparente pour l'analyser. Et peut-être que la confusion des registres entre la psychopathologie et des phénomènes collectifs comme le complotisme témoignerait finalement de cet aspect non transparent de l'idéologie et il faudrait peut-être pouvoir renoncer au mythe, renoncer au mythe de certains critères transparents ou non idéologiques de la rationalité, tout en se donnant pour tâche, c'est ça qui n'est pas évident, mais tout en se donnant pour tâche d'expliciter finalement quelles seraient aujourd'hui ces mutations actuelles dans le fait de tenir quelque chose pour vrai ou pour rationnel. Je vous remercie.